Au niveau de l'hebdo, il s'est passé pas mal de choses, comme je vous le disais lors de cette introduction. Donc déjà, je voulais vous faire un petit passage sur le concours qu'on a lancé avec My Lovely Planet. Donc My Lovely Planet, c'est pas la première fois qu'on bosse avec eux. C'est un projet Web3 de jeu mobile qui lutte pour le bien de la planète, tout simplement. Donc avec de la reforestation et d'autres types d'initiatives. Et là, en l'occurrence, il y a 2 concours pour le prix d'un. C'est-à-dire que nous, de notre poche, on met $200 pour vous inciter à partager ce thread Twitter, le liker, rejoindre leur Discord. Dans les grandes lignes, ça parle de quoi? Eh bien, ça parle tout simplement du nouveau concours qu'ils viennent de lancer qui s'appelle Earth Guardian Challenge. L'idée, elle est très simple. Il suffit simplement de rejoindre leur Discord, de voter pour une cause de votre choix. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez voté pour la cause de votre choix, eh ben, en fait, ça rajoute $1 à une cagnotte, ce qui va permettre justement de financer l'une des causes de votre choix qui sera voté à la fin. Donc on explique tout ça, je vous réexplique ce que c'est My Lovely Planet, donc ambition de 5 millions de joueurs à horizon 2030, 1 milliard d'arbres à planter, soit plus de 70 000 arbres aujourd'hui plantés à Madagascar, nettoyage des océans, etc. En fait, la logique, c'est quoi? C'est d'avoir une tokenomique d'un côté, faire du bien à la planète de l'autre, c'est-à-dire que c'est un jeu mobile, donc il y a de la publicité, il y a des achats in-game, et la majeure partie des achats in-game, 85%, sert à buyback le jeton. Il faut savoir aujourd'hui que c'est un jeu qui est encore en bêta, qui est en train d'évoluer. Moi, j'aime beaucoup l'initiative, c'est des gens qui sont super sympas, qu'on a déjà rencontrés, et franchement, voilà, il y a des sous à prendre pour les intéresser. Vous avez soit, je vous mets le lien en description, ART like ce trade, il y a 100 balles à gagner pour un gagnant, soit rejoindre leur Discord et nous dire en commentaire quand c'est fait avec une petite preuve, il y a encore 100 balles pour vous. Et ensuite, donc deuxième concours qui est lancé par My Lovely Planet, cette fois, une fois que vous avez rejoint le Discord, vous verrez, je vous montre ça tout de suite, je prends le temps de le faire. Vous arrivez, classico, on vous demande d'accepter la règle, de vérifier votre compte. Ensuite, vous allez avoir ce petit bouton, excusez-moi 2 secondes, qui est Join My Lovely Planet, vous cliquez dessus. Ça va débloquer tous les channels, dont le channel juste en dessous qui s'appelle Earth Guardian Channel. Voilà, Earth Guardian Challenge. Et là, à ce moment-là, vous votez pour une des 3 causes. Donc, soit on s'occupe des tortues, soit on s'occupe de la forêt. Bref, c'est vous qui choisissez. Donc, vous cliquez sur un des 3 et vous cliquez sur participer. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Le fait de faire ceci, comme dit, vous ajoutez $1 à la cagnotte et ensuite, eh bien, vous êtes dans la raffle et vous avez la possibilité de gagner jusqu'à $6 000 de lot. Il y a 20 gagnants. Donc, vu que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de participants, je pense que vous avez de grandes chances de gagner. Donc, pour le coup, vous soutenez une bonne cause, il y a des sous à gagner. Je pense que vous ne vous mouillez pas trop sur ce coup-là. C'est encore un airdrop d'argent gratuit. Donc, je voulais faire la parenthèse là-dessus. Ça me fait très plaisir de vous en parler. On a été payé pour le relais du concours, pas pour ce relais masterclass, mais je mets un petit push parce que c'est un projet que j'apprécie bien. J'enchaîne maintenant sur les actualités de la semaine. On va commencer par le cas Ledger qui a inquiété pas mal de monde. Alors, avant de commencer, c'est pas Ledger à proprement parler qui a été piraté. C'est pas vos hardware wallets. Donc calmez-vous à ce niveau-là. En réalité, c'est une boîte à outils qui est mise à disposition par Ledger pour un connecteur Web3, c'est-à-dire que des projets Web3 peuvent utiliser ce connecteur-là pour les intégrer à leur site. Et c'est ce connecteur Web3 qui a été vérolé. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé de manière assez particulière. Je vais défendre un peu le diable parce que je sais que Ledger s'en prend plein la gueule à cause de ça. Ça aurait pu arriver à tout le monde. On aurait aimé éviter que ça arrive, bien entendu. Mais là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que ça a été une attaque ciblée sur un ancien employé de Ledger pour pouvoir injecter du code malveillant sur un CDN, si j'ai bien compris, qui est en fait un service qui permet de distribuer des images, du code JavaScript, etc. Et en l'occurrence, le code JavaScript, c'est un code qui est chargé côté client. Et donc, là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que grâce à ce hack, le hacker a réussi à changer l'interface web des gens qui étaient touchés par ce hack, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'interface habituelle avec un bouton qui redirige vers telle ou telle fonction, la fonction change et du coup, ça a permis au hacker de détourner des fonds sur ses wallets à lui. Pour ce qui est des fonds en USDT qui ont été détournés, les fonds ont été gelés directement par Tether. Donc voilà, c'est pas très malin de détourner des Tether en réalité parce qu'ils ont la possibilité de bloquer les fonds comme une banque. Mais voilà, ça peut arriver à tout le monde et en fait, on en revient toujours à cette histoire de centralisation. À partir du moment où il y a une confiance qui est créée, qu'il y a beaucoup de trafic qui est fait à un endroit précis, là en l'occurrence c'est un connecteur Ledger, eh bien ça peut être un vecteur d'attaque. Donc malheureusement, c'est un peu comme si je vous disais, tu appuies sur le Connect with MetaMask et puis derrière le Connect with MetaMask, il se passe une dinguerie. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec Ledger. Et moi j'ai vraiment pas kiffé leur communication, honnêtement. Enfin, déjà, tu vois, le fait que ce soit... En gros, il y a le CEO de Ledger qui a dit c'est un cas isolé. On a couvert 99% des trucs. C'était genre vraiment le truc isolé. Il a essayé un peu de noyer le poisson, etc. Moi, je suis désolé, t'es une boîte de cybersécurité. Ou en tout cas, t'es spécialisé dans la sécurité en ligne. À partir de là...
Enfin, je pense que c'était vraiment l'excuse parce qu'ils avaient rien d'autre, quoi. Enfin, moi, franchement, je trouve ça vraiment honteux. Derrière, il y a Charles Guillemet qui est donc le CTO de Ledger que j'apprécie énormément, qui était un peu en mode donneur de leçons, en mode faites toujours attention à ce que vous signez. Oui, bon frérot, je suis censé avoir confiance en Ledger, je sais pas, surtout que t'as beaucoup de choses où t'as du blind signing, etc. Enfin, je sais pas si c'est du blind signing, je sais pas à quel point tout est visible quand tu fais du blind signing aussi, à ce niveau-là, ou en tout cas si c'était le cas dans cette affaire spécifique. Donc, moi de base, j'aime beaucoup Ledger, j'aime beaucoup les gens qui travaillent là-bas et tout, mais j'ai vraiment pas kiffé ce qui s'est passé. Après, bon, c'est mon opinion, hein, ça n'engage que moi. Et puis voilà, après je pense qu'ils ont remboursé ou vont rembourser la majorité des personnes concernées. Et encore une fois, plus t'es gros, plus t'es susceptible d'être attaqué. Mais juste, ça me fatigue en fait. Ça me fatigue de voir ça de la part de Ledger après tous les trucs récents, etc. Après, je pense que de base, ils vont dans la bonne direction et que c'est un peu le truc qui, voilà. Mais justement, je me suis dit, avec tous les dramas qui sont tapés récemment, sans parler du fait d'être consciencieux professionnellement, avec toutes ces histoires-là, genre, ils ont pas tout checké. Genre, en mode, il y avait, enfin. En fait, ce qui craint, c'est que ça passe par un ancien employé, tu vois. Oui, mais un ancien employé, dès que t'es dans une boîte de sécurité, même dans une boîte standard, hein. Moi, quand je quittais les boîtes dans lesquelles je travaillais, hop, je perdais mes accès, c'était ça, là, hein. Normalement, tu perds tout. C'est pas censé arriver. Tu dois avoir des process dans ce genre de boîte quand il y a un employé qui part. Il y a un process pour checker toutes les autorisations qu'il a, et ensuite, il se fait dégager de chaque autorisation, etc. Enfin, c'est un process assez basique dans une boîte comme ça. Et pour le coup, je suppose qu'il a pas été suivi. Visiblement, en tout cas, on en saura probablement plus, mais c'est ce qui a été dit. Et pour répondre quand même à Charles, parce qu'il doit pas être le seul à se poser la question, tes cryptos sont safe sur ton ledger? Oui. En fait, les gens qui ont été touchés par ce piratage, c'est des gens qui, à un moment précis, à un timing très mauvais, ont interagi avec ce fameux connecteur Ledger et qui ont vu leurs fonds détournés. Mais les fonds auxquels tu touches pas, qui sont sur ton Ledger, sont... En fait, déjà, ton Ledger, ça doit pas être un hot wallet. Enfin, pour moi, un Ledger, c'est tu reçois de l'argent dessus, tu ne fais absolument rien, et tu renvoies des fonds et peut-être à une autre adresse. Mais pour moi, le Ledger, c'est pas un endroit que tu dois utiliser pour faire des swaps, etc. Alors, il y a évidemment l'argument de Ethereum, c'est cher, ça me coûte cher d'envoyer sur notre wallet, etc. Ce qui est tout à fait concevable pour des plus petits portefeuilles. Après, est-ce que Ethereum est fait pour vous si vous avez un petit portefeuille? Ça, j'en suis pas convaincu. Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je vous recommande, c'est de ne jamais connecter votre Ledger sur des interfaces pour faire des interactions, etc. Et de vraiment utiliser des hot wallets, donc des sortes de wallets intermédiaires pour faire ça. Comme ça, s'il y a une mauvaise autorisation sur ce wallet-là et qu'il est compromis, bah en fait, entre-temps, vous aurez déjà renvoyé vos fonds sur votre Ledger ou un autre truc comme ça. Et donc, en fait, le seul moment où tu es en danger, c'est entre guillemets le moment où tu fais l'interaction avec tes fonds par rapport à un truc comme ça. Mais si tu laisses tes fonds, si après tu renvoies tes fonds sur ton Ledger, si ce wallet est compromis ou en tout cas qu'il y a un problème, bah en fait il pourra plus rien chercher parce qu'il y a juste plus de fonds dessus normalement. En tout cas, c'est ma conception de la chose, quoi. Je pense que là, Ledger va payer le prix fort de ce nouveau drama, malheureusement pour eux. Pour te répondre, ont-ils remboursé les fonds détournés? Apparemment, ils ont contacté les utilisateurs infectés. Ouais. Mais on sait pas. Mais comment il les contacte? Il a envoyé des NFT pour parler par message. Moi, je suis curieux de savoir comment il les a contactés. Le support. Après, le support et les quelques gens qui vont se plaindre sur Twitter, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire en fait. Hein. Mais ils vont mettre la poussière sur le tapis, logique. C'est écrit, l'entreprise a également contacté les utilisateurs, donc c'est en mode c'est eux qui ont fait la démarche. Mais comment ils ont fait cette démarche? Bah si t'as quelqu'un qui chiale sur Twitter, bah tu utilises ton compte Twitter, t'envoies un DM. Hein. Ouais. Donc, clairement, mais tu toucheras pas tout le monde de toute façon, ça c'est sûr, et c'est pas rassurant. Alors après, quelle solution à part Ledger pour ceux qui se posent la question? Moi je conseillerais pas spécialement Trésor, mais il y a peut-être des nouveaux arrivants qui sont bons. C'est compliqué, hein. Ou solution maison avec PC pas connecté à Internet, mais bon, ton PC peut recevoir. Non, mais juste tu prends ta Ledger, tu fais juste recevoir des fonds. Dès que tu veux faire des transactions, des interactions. Non, Pixou, les gens sont fâchés, ils veulent autre chose que Ledger. Il faut leur proposer une solution différente. Trésor, je sais pas, Trésor, Engrave, tous ces trucs-là. Beaucoup de gens parlent de Tangem dans le chat, je ne connais pas. Moi, j'en ai entendu parler. Oui, après, SafePal, etc. Après, moi, j'ai vraiment confiance sur la partie hardware de Ledger. Pareil. Je pense que c'est juste, en fait, à partir du moment où tu fais de la DeFi ou des interactions un peu avancées, forcément, tu te mets à risque, quoi. Faudrait que je teste le truc. Qu'à partir du moment où tu n'utilises pas ton Ledger comme un MetaMask, t'as beaucoup moins de soucis, quoi. Ce que je veux dire, c'est te connecter à des applications, faire des transactions avancées, aller sur des tout petits protocoles, ce genre de choses. Mais après, je suis d'accord, hein, mais tu vois, quand tu vois que ta Revoke Cash, qui est un truc qui est censé te sécuriser, qui a subi le hack, ça dégoûte. Hein.
C'est le mec qui reçoit le truc dans le timing, c'est horrible. Bref. Ouais. Je vous parle ensuite d'Ultra. Donc, Ultra qui a tokenisé pour la revente son premier jeu qui s'appelle Just Journey Darkness Totem. Donc, il faut savoir que c'est le premier jeu pour le moment qui permet l'achat et la revente sur le marché secondaire. Alors, pour ceux que ça intéresse, pourquoi je précise que c'est le premier jeu? Aujourd'hui, Ultra permet la revente pour tous les jeux, mais c'est à chaque jeu, enfin à chaque studio de jeu individuellement, d'activer cette fonctionnalité. Et pour le moment, il n'y a que Josh Journée qui l'a permis. Donc en fait, si vous voulez par exemple que, je sais pas, Out of Line soit revendable sur Ultra, mais il va falloir demander au studio, tout simplement. La fonctionnalité est possible. Donc j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de studios. Moi j'ai du mal à voir l'intérêt pour les studios, mais peut-être que je me trompe. Bah pour moi, t'as un intérêt pas sur un jeu qui vient de sortir, carrément, mais un intérêt sur un jeu en fin de vie parce que tu prends en fait des royalties sur chaque revente et ça permet de relancer un cycle d'activité sur ton jeu. Ou au lieu de le rendre free-to-play, tu le rends comme ça, tu vois. En fait, pour moi, ce genre de fonctionnalité, alors moi je suis pas du tout un expert du gaming, mais je suis quand même un joueur. Je me dis, le studio, lui, son objectif, c'est de faire un maximum de fric. Donc, par rapport au temps et au développement qu'il a passé, le marketing qu'il a dépensé, etc. Et je me dis, genre, en mode, en tout cas, sur un nouveau jeu, je vois pas du tout l'intérêt. Et après, du coup, si c'est un jeu qui est entre guillemets vieillissant, ça revient plus ou moins même à faire des réducs, tu vois, ce qu'on voit déjà sur Steam. C'est ça, faire des réducs, mais surtout combattre le marché noir des fraudes à la TVA, jeux tombés du camion et compagnie du marché du numérique. Et donc, toutes les plateformes type Kingwin, Eneba, G2A, etc. où en fait, bah là, quand ça passe par ces plateformes-là, il n'y a pas de TVA et ils prennent 0 commission sur la revente. Tandis que dans ce cadre précis, il y a une commission sur la revente. Donc, c'est après à toi de remanier ton business model et voir si tu en as un intérêt. Là, en l'occurrence, il y aura des mécaniques supplémentaires, tu vois, qu'on sous-évalue, qu'on sous-estime, qui pourront faire que, je sais pas, tu essaies de récompenser d'une certaine manière les holders de ton jeu parce que leur jeu égale un NFT ou un truc comme ça, je sais pas. C'est prévu. L'idée, c'est de proposer des réductions peut-être sur d'autres jeux, des contenus exclusifs, des accès à des événements spéciaux comme des compétitions e-sport. Donc, je pense que, comme tu le dis, c'est surtout pour des jeux plutôt indés qui ont besoin d'exister aujourd'hui, pas des jeux qui existent déjà et qui se revendent par milliards à chaque fois, pour pouvoir justement faire des activations marketing, tout simplement. Ensuite, vente explosive de téléphone Solana suite à l'airdrop Bonk. Alors, c'est très intéressant ça, parce que ce petit téléphone Solana, au début, il a du mal à se vendre. On a commencé à nous en parler au Solana Breakpoint de 2022, un petit peu avant. C'était sympa. Donc, c'est un téléphone Android qui est beaucoup plus cher par rapport aux composants qu'il y a à l'intérieur que la moyenne, mais qui propose justement une fonctionnalité wallet Solana à l'intérieur. Donc, c'est plutôt le truc, tu l'achètes parce que tu es fanboy Solana. Et c'était un téléphone qui a eu beaucoup de mal à se vendre parce que justement, le marché Android, il évolue régulièrement et voilà, les gens qui utilisent vraiment le téléphone pour le téléphone, avant tout, se disent bah, je préfère prendre une autre marque type Xiaomi ou Huawei. Sauf que, étant donné qu'il y a un airdrop de 30 millions de jetons banque qui est fait aux gens qui possèdent ce téléphone-là, le téléphone est quasiment remboursé, à quelques exceptions près. Le téléphone, il s'achète aux alentours de 600 $ de base. Et au cours actuel, on est aux alentours de 500 $ au moment où avec les 30 écrit. millions de banque. Donc, je pense que ça a peut-être changé. Ça repump depuis, redump depuis, voilà, on est dans ces eaux-là. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a appris depuis qu'il y a d'autres trucs qui vont être airdrop pour les gens qui possèdent ce téléphone-là. Donc, des accès au service Helium, qui est un service mobile pour avoir accès à de la 4G, du Internet, etc. Mais on va dire que c'est un opérateur alternatif géré par la Web3. Bon, petite musique exclusive, Audius, des stickers, Say Dialect, je ne sais pas si ça vaut grand-chose. On a du jeton, on a des early access, des revenus passifs, probablement d'autres trucs. Donc, en fait, là, le téléphone, il commence à être largement remboursé. C'est pour ça que... Il y a même d'autres trucs, là. C'est juste les trucs annoncés, mais il y a énormément de spéculations sur ça, sur le fait que, systématiquement, des communautés qui lancent leur jeton airdrop une toute petite partie du supply aux holders de Saga, etc. Parce que ces holders de téléphone, c'est un peu considéré comme des OG ou des gens très engagés dans la communauté. Et du coup, ça peut être un certain intérêt. Petit message pour nous, Picsou. C'est vraiment que de la manipulation. Je ne peux pas faire confiance à cette blockchain. Qu'est-ce que tu en penses de ce message? Qu'est-ce que je dise? Ben, je vais répondre à ta place. Bitcoin n'a jamais été manipulé par l'impression du Tether. Ethereum n'a jamais été manipulé par... Non, mais manipulé par quoi, en fait? Je comprends pas, en fait. Bah,
en gros, le fait qu'il y ait le bon qui pump, c'est positif sur le sol et donc ça crée de la manipulation au marché. On en revient à ce qu'on dit régulièrement dans cette émission. Tout est manipulation sur ce marché et j'irai pas du tout jusqu'à aller dire que c'est la Solana Foundation qui s'occupe de pumper le bonk pour revendre son téléphone. Son téléphone, ça pèse rien dans la balance. C'est plutôt le bonk qui fait son autopromotion. Moi, ouais, franchement, je souffle parce que quand c'était back qui pump, c'est pas de la manipulation, mais quand c'est le back des autres ou que t'as pas eu le droit à un truc, là, c'est de la manipulation. Bah, tu vois que t'es capable de répondre. Non, mais moi, ça me fatigue. Genre, au bout d'un moment, faut arrêter de chialer, quoi. Bah, c'est comme ça. C'est le marché et c'est un marché ouvert 24 heures sur 24, donc il fait que être manipulé de toute façon. Et je vois pas le rapport avec la blockchain, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas le rapport avec la blockchain parce que, en gros, t'as une blockchain, derrière, tu as une fondation. Et là, on parle d'un téléphone qui est une initiative parmi tant d'autres. Acheter le téléphone ne fait pas me pumper le Solana, à proprement parler. Et là, en l'occurrence, on parle d'un meme coin qui est airdroppé pour les possesseurs d'un téléphone. Donc, en réalité, c'est pas Solana qui pump le meme coin, c'est plutôt le meme coin qui fait son autopromotion grâce à Solana. Tu vois ce que je veux dire? Et non seulement ça a sold out, mais là, le marché secondaire du téléphone est en train d'exploser. Comme je vous disais. Après, faut voir s'il y a vraiment des transactions, tu vois. Genre, faut voir à quel point c'est vendu, mais c'est écrit sold December 17th, donc ça veut dire qu'ils ont déjà été vendus, quoi. Donc, ouais, bah, tu sais, c'est de l'arbitrage. Hein. T'as des gars, à la fin, je suis sûr que t'as des gars, ils l'achètent et ils le mettent en vente, ou pire encore, s'il reste encore des stocks, ils mettent déjà en vente sur eBay pour voir si ça part et ils l'achètent derrière, tu vois. Et ils prennent la différence en arbitrage. Bien joué. Bien sûr. Comme les PlayStation 5 à l'époque. Google va autoriser les pubs pour les fiducies crypto aux États-Unis. Alors, les fiducies crypto, je vais lire, bête et méchant. Ce sont des instruments financiers permettant aux investisseurs d'acheter ou de vendre des parts des fonds qui possèdent des grandes quantités de crypto. En d'autres termes, ces fiducies fonctionnent comme des fonds d'investissement spécialisés dans les crypto-monnaies. Les investisseurs n'achètent pas directement des crypto-monnaies, mais plutôt des parts dans un fonds qui, lui, détient les crypto-monnaies. Donc, comme un ETF, c'est écrit. Ouais. Exactement. Jusqu'à présent, la publicité crypto était très, très limitée. Aux États-Unis. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à la fin. Aujourd'hui, il est interdit de faire de la publicité pour des plateformes de jeux crypto, type casino, des tokens non fongibles, des ICO, des protocoles de DeFi et des bots de trading. Donc, en fait, il nous reste faire de la pub pour des projets qui ne sont pas des ICO ni des NFT et faire de la pub pour des exchanges dans une certaine mesure. Et donc, aujourd'hui, tu vas avoir ces nouveaux produits dérivés qui vont pouvoir être publicités aux États-Unis et ça risque aussi, si jamais on a des bonnes nouvelles concernant les ETF Bitcoin et Ethereum, ça risque de mettre un petit coup de boost au marché. Donc je pense que c'était intéressant d'en parler. Pour terminer dans ces actualités, on a le Salvador qui lance enfin ses Volcano Bonds. Donc ils nous en ont parlé en 2021, ça a été reporté maintes et maintes fois avec le dump du Bitcoin. Là, le Bitcoin se relance, donc les bons sont lancés. Le principe des Volcano Bonds, c'est quoi? C'est de permettre de faire venir des capitaux extérieurs au Salvador. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le Salvador, c'est un pays d'Amérique centrale qui est de base un pays qui part un petit peu sucette, mais qui a changé de président. D'ailleurs, je ne le savais pas, le président est d'origine palestinienne. Et aujourd'hui, donc ce président s'est désengagé de la présidence pour se concentrer sur sa nouvelle campagne présidentielle pour redevenir président. Je pense qu'il va redevenir président. Il parie très fort sur Bitcoin et donc il s'associe à l'exchange Bitfinex pour pouvoir émettre ses bons. Et il est question ici de lever $1 milliard pour ces fonds-là. Et donc, pourquoi on parle de Volcano Bonds? Eh bien, tout simplement, l'idée, c'est de miner du Bitcoin avec de l'énergie renouvelable. Et là, en l'occurrence, c'est de l'énergie directement extraite des volcans, parce qu'il y a un gros volcan au Salvador. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une ville qui s'appelle un petit peu Bitcoin City, où tu aurais en fait des mines d'extraction minière de Bitcoin qui sont branchées directement au volcan pour avoir un circuit parfaitement naturel et en plus de ça faire venir des capitaux et faire bonne presse pour le pays. Dernière précision pour ceux qui ne le savent pas également, si vous voulez obtenir la résidence au Salvador, vous avez la possibilité aussi de l'acheter. Ça s'appelle un Freedom Visa pour seulement $1 million. Ils se font pas chier. Ils se font pas chier, mais ils ont bien raison. Je connais un certain pays nommé Malte où des expatriés russes achetaient aussi leur résidence pour $1 demi-million d'euros. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.